l'histoire la plus intéressante d'un match de foot, elle se joue pas du tout sur le terrain. C'est souvent dans les coulisses, en fait. Exactement. On a un score, là. Galatasaray perd 1-0 en Ligue des Champions. Bon, c'est en fait. Mais c'est que le point de départ. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qui se passe juste après. Direction la salle de presse. Un entraîneur, Okan Buruk, prend la parole. Et là, ça dérape un peu. Ça dérape, oui. Et ça se transforme en une charge explosive qui révèle une fracture profonde, presque existentielle dans le football moderne. On va décortiquer ça ensemble. Et pour le faire, on s'appuie sur une source très fraîche, un article du média en ligne WeSport. Il est sorti ce matin même, le 26 novembre 2025. C'est une réaction à chaud. C'est ça. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment la blessure d'un seul joueur, Ismail Jacobs, a pu servir de détonateur à une colère beaucoup plus large. C'est le fameux dilemme. Le dilemme permanent entre les clubs, qui sont les employeurs qui payent, et les sélections nationales, qui sont une vitrine de prestige. C'est une tension au cœur du système. Alors, posons le décor. On est mardi soir, 25 novembre. Match de Ligue des Champions, Galatasaray contre l'Union Saint-Gilloise. Grosse pression. Énorme pression. Et à la 53e minute, le défenseur sénégalais de Galatasaray, Ismail Jacobs, s'arrête net. Il doit sortir. Et le pire, c'est que l'article précise qu'il avait déjà une gêne au mollet avant même le coup d'envoi. Oui, et il y a ce détail qui en dit long. On nous dit qu'il quitte le stade avec la jambe droite en bande. On imagine bien la scène, la démarche difficile. Ça sent pas bon, quoi. Pas du tout. Et la première réaction de son coach Okan Buruk en conférence de presse, elle semble très mesurée. Il dit juste, il a demandé le changement par précaution. Par précaution, c'est le jargon classique, la communication de crise de base dans le sport. Ça sonne raisonnable, maîtrisé. Oui, mais ça pose question tout de suite, non? Ah bah oui, on est en Ligue des Champions. L'intensité est maximale, chaque duel est un combat. Aligner un joueur qui n'est pas à 100%, c'est un risque énorme. Pour le joueur d'abord. Pour le joueur évidemment, mais pour l'équipe aussi. Ça paraît presque irresponsable. C'est là que ça devient vraiment curieux. On se dit qu'un entraîneur de ce niveau, il prend pas un tel risque à la légère. Il devait être coincé. Il n'a pas dû avoir le choix. Et c'est exactement ça. Il n'avait pas le choix. Et l'article, justement, nous donne la pièce manquante du puzzle. Et elle est assez incroyable. Ah oui, oui. La titularisation de Jacobs, elle a été forcée par une absence de toute dernière minute. Celle d'un autre défenseur, Eren El Mali. D'accord, une blessure à l'échauffement, ce genre de choses. Même pas. La raison de son absence, c'est pas une blessure, c'est qu'il a été suspendu pour 45 jours par la fédération turque. 45 jours. Mais pour quelle raison? L'affaire. Des paris illégaux. Ah, voilà. On y est. C'est un effet domino spectaculaire. Complètement. Un problème qui n'a rien à voir avec le terrain, une faute éthique d'un joueur, a une conséquence directe sur la santé d'un autre joueur et sur le résultat sportif de toute l'équipe. C'est fou de voir à quel point tout est lié. C'est plus que ça, je trouve. Ça illustre la précarité totale de la gestion d'un effectif de haut niveau. Un coach peut tout planifier, sa tactique, sa semaine. Mais il est à la merci de facteurs qu'il ne contrôle absolument pas. Tout à fait. Un jour, c'est un virus, le lendemain, un carton rouge stupide, et ce jour-là, pour Okan Buruk, c'est un coéquipier suspendu pour des paris. Cette fragilité, elle est permanente. Le métier de directeur sportif aujourd'hui, c'est de gérer l'imprévu. Et là, on comprend mieux pourquoi la pression monte. Ce contexte de décision sous contrainte, il est essentiel. Parce que la blessure de Jacobs, qui aurait pu être vue comme un simple coup du sort, elle devient la goutte d'eau. La fameuse goutte qui fait déborder un vase déjà plein à ras-bord. Et le barrage cède. C'est exactement ça. Fini la communication corporate, la langue de bois. Okan Buruk prend le micro et il lance. Ouais, un véritable missile. Un missile, le mot est bien choisi, et il vise pas n'importe qui. Il s'en prend pas à son joueur blessé, ni à son staff médical. Non, non. Il vise plus haut. Bien plus haut. Il vise le système, et plus particulièrement les sélections nationales. La citation rapportée par WeSport, elle est sans équivoque. On l'écoute. Enfin, on la lit. Il dit « Nous envoyons nos joueurs en sélection nationale pas pour qu'ils reviennent blessés. Les sélections nationales traitent nos joueurs avec plus de mépris que nous. » Le mot « mépris ». C'est d'une violence. C'est incroyablement fort. Il parle pas de négligence ou de mauvaise gestion, il parle de mépris, c'est-à-dire un manque
totale de considération. Exactement. Et il enchaîne tout de suite sur la logique économique de manière très très crue. Il dit « on paye pour eux, on paye leur salaire, on paye tout. Et elles peuvent en faire ce qu'elles veulent. » Là, on sort du sport. On est dans la logique pure d'un chef d'entreprise. Totalement. Il dit « je suis l'investisseur principal, j'ai un actif qui vaut des dizaines de millions d'euros, je prends tout le risque financier et une autre entité sur laquelle j'ai zéro contrôle a le droit de l'utiliser comme elle veut, de le pousser dans ses limites et de me le renvoyer abîmé sans aucune compensation. » Vu sous cet angle, sa colère elle est parfaitement rationnelle. Elle est logique, oui. Et pour enfoncer le clou, pour bien montrer que c'est pas juste l'émotion du moment, il s'arrête pas au cas de Jacobs. Non, il élargit tout de suite pour montrer que c'est un problème récurrent structurel. Il cite un autre cas. Oui, immédiatement. Celui de son attaquant star, le Nigérien Victor Osimhen, qui est revenu lui aussi blessé de sa sélection. Il connecte les deux événements pour créer un schéma. Ce n'est plus un accident. C'est une tendance. Voilà, une tendance qui pénalise son club. Il dit, je cite, « Les blessures de Jacobs et Osimhen nous ont compliqué la tâche. » Il traduit le problème en conséquences directes sur ses résultats. C'est la voix de tous les coachs de grands clubs européens, en fait. C'est ça, ceux qui, à chaque trêve internationale, voient partir leurs meilleurs joueurs aux quatre coins du monde en croisant les doigts. C'est l'expression d'une angoisse et d'un sentiment d'impuissance qui est partagé par tout un métier. On sent vraiment le manager qui en a marre de subir. On pourrait croire qu'il va s'arrêter là, sur cette charge très dure, très économique, mais ce qui rend son discours si intéressant, c'est qu'il fait soudainement un pas en arrière. Il nuance tout. C'est la partie la plus fascinante de son intervention, je trouve. Juste après cette explosion de colère, on dirait qu'il reprend son souffle et il ajoute « Évidemment, je comprends ça. L'équipe nationale est très importante. Jouer en sélection est très important. » C'est un revirement complet. Totalement. Et il termine par une phrase qui est au cœur de tout le débat. Une phrase qui explique pourquoi ce problème n'a pas de solution simple. Parce que le sentiment national, c'est différent. Le sentiment national, c'est différent. En 5 mots, il a tout résumé. Toute la contradiction. C'est incroyable, hein ? D'un côté, le joueur est un actif, une ligne sur un bilan comptable. De l'autre, il est un symbole, le porteur d'un maillot qui représente la fierté de millions de personnes. Et Okan Buruk, qui a lui-même été international turc, il est prisonnier de cette dualité. Son cerveau de manager lui dicte une chose. Mais son cœur d'homme de football, son passé de joueur, lui en dit une autre. C'est un conflit de loyauté permanent. C'est pour ça que c'est pas un simple litige employeur-employé. Non, ça ne peut pas se régler avec un meilleur contrat ou une assurance. Il y a une dimension passionnelle, presque irrationnelle, qui est fondamentale dans le sport. La fierté de jouer pour son pays, c'est un des moteurs les plus puissants dans la carrière d'un athlète. Buruk le sait mieux que personne. Sa frustration de gestionnaire se heurte à sa compréhension intime de ce que représente un drapeau. Il n'y a pas de gentil ou de méchant ici, juste des logiques qui s'opposent. Le bilan contre le drapeau, en quelque sorte. Un grand écart permanent. Et cette tension, on la voit se matérialiser de manière très concrète dans la fin de l'article. Oui, après la colère et la nuance, on revient à la réalité froide du calendrier. C'est ça. Et la réalité, c'est que malgré sa sortie médiatique, Okan Buruk n'a pas le pouvoir. L'article nous parle de la prochaine grande échéance, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la CON. Ah, la CAN, le fameux casse-tête pour les clubs européens. Exactement. Un tournoi majeur qui se déroule en plein milieu de leur saison et qui les prive de leurs meilleurs joueurs africains pendant des semaines. Donc, après ce coup de gueule mémorable, le résultat concret, c'est qu'il va devoir se plier aux règles. C'est presque ironique. C'est totalement ironique, l'article le confirme. Il va libérer 4 de ses joueurs majeurs pour cette CAN. Et il les cite ? Oui, il y a Ismail Jacobs, celui par qui tout est arrivé, Victor Osimhen, Wilfried Singo et Mario Lemina. Il y a même une date précise. Leur dernier match avec Galatasaray, ce sera le 13 décembre. C'est acté, inévitable. C'est la démonstration finale de l'impuissance des clubs. Sa colère est légitime, sa frustration est compréhensible, mais à la fin, les règlements de la FIFA sont clairs. Les clubs ont l'obligation de libérer leurs joueurs. Obligation totale pour les compétitions officielles. C'est une contrainte structurelle. Ils peuvent protester, mettre la pression médiatique, comme le fait Jimel Buruk, mais ils n'ont pas le dernier mot. C'est une donnée qu'ils doivent intégrer dans leur planification, comme la météo en hiver. Ce qui rend sa sortie encore plus intéressante, finalement. Si c'est pas pour changer les règles à court terme, alors c'est peut-être un cri d'alarme pour l'avenir.
Je pense que c'est ça. Une façon de dire « Oh, attention, le système pousse les joueurs à la rupture, et c'est nous les clubs qui payons la facture ». C'est un acte de communication politique, au fond. Absolument. Il met le sujet sur la table, il rappelle à toutes les instances, les fédérations, la FIFA, que le calendrier est de plus en plus surchargé, que les joueurs sont pas des machines, et que cette tension, elle va faire que s'aggraver avec la multiplication des tournois. Sa déclaration, c'est un symptôme d'un mal bien plus profond qui touche tout le football de haut niveau. Lequel ? La recherche constante de nouveaux revenus, souvent au détriment de la santé des acteurs principaux. Les joueurs. En résumé, on est parti d'une simple image. Un joueur qui sort du terrain en boitant à la 53e minute. C'est ça. Et en tirant ce fil, on a déroulé toute la complexité du football moderne. On a vu comment un incident apparemment banal a révélé les pressions financières, les contraintes sportives et même les contradictions émotionnelles d'un entraîneur. Un seul coup de gueule nous a ouvert les portes des coulisses. C'est une parfaite conclusion de ce qu'on a exploré. L'article de WeSport et la sortie de Buruk, ça nous a donné une vision très claire du point de vue des clubs. Oui, on a bien compris leur position. Mais ça ouvre une dernière porte, une question en miroir en quelque sorte. On a beaucoup parlé de la responsabilité des sélections, D'accord. mais quid de celle des clubs ? C'est un excellent point. On a tendance à les voir un peu comme les victimes dans cette histoire. Et ils le sont en partie, c'est vrai. Mais revenons au point de départ. L'article est formel. Ismaël Jacob avait mal à la cheville et a débuté le match comme ça. Il était donc déjà diminué avant même le match du club. Exactement. Avant le coup d'envoi d'un match de Ligue des Champions à très haute intensité. Donc la question qui se pose, elle est simple. Où commence et où s'arrête la chaîne des responsabilités ? Est-ce que les sélections sont les seules à tirer sur la corde ? Voilà. Ou est-ce que le club, en l'alignant dans ces conditions, même s'il y était contraint par une autre absence, n'a pas lui aussi joué avec la santé de son joueur et finalement contribué à sa propre perte ? C'est un cercle vicieux. C'est tout le débat sur la gestion d'un athlète partagé entre deux patrons, deux maillots, mais qui, au final, n'a qu'un seul corps pour tout encaisser.